enregistrement, ça pourrait m'aider. Hop, Ok, OK. merci Clément pour Allez, je te l'invitation laisse. et pour la présentation. Je vais partager mon écran, ça devrait arriver. Euh, Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, pour moi, c'est nickel, je vois et je t'entends. Super, parfait. Donc je vois que vous avez tous déjà coupé votre micro, c'est super. Par contre, si vous avez envie de laisser votre caméra allumée, moi ça me dérange pas du tout. Au contraire, je me sens un petit peu moins seul comme ça. Donc merci Clément. Donc comme Clément l'a dit, moi je suis postdoc au GIPSA en ce moment, mais je viens pas trop parler de mes recherches. Aujourd'hui, je viens vous parler en tant qu'ambassadeur pour le Center for Open Science. Donc juste pour clarifier un petit peu, ambassadeur, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que je suis employé par, le COS ou que je suis rémunéré pour cette présentation. Ça veut dire que moi je suis un chercheur, comme vous, qui m'intéresse aux pratiques de sciences ouvertes et à les appliquer dans ma recherche et que j'utilise du coup les services, mis à disposition, par le COS depuis plusieurs années, que du coup j'aimerais aujourd'hui juste vous en parler, vous montrer comment est-ce qu'on se sert d'un des outils phares qui est, l'OSF, l'Open Science Framework et voilà, donc s'il m'arrive de dire du bien, d'OSF ou du COS, c'est pas parce qu'on m'a payé pour le faire, c'est juste parce que je le pense sincèrement. Donc voilà, donc je vais vous parler de la plateforme de l'Open Science Framework que je vais dire plusieurs fois OSF dans la suite de ma présentation, pardon. Donc cette plateforme, elle permet d'accompagner vos projets de recherche, hein, aux différentes étapes d'un projet de recherche. Donc ça va aussi bien de la planification, à partir du moment où vous avez une idée d'un projet de recherche, vous allez commencer à établir un design expérimental, planifier, une récolte de données, quelles analyses vous allez faire et cetera, jusqu'au moment où votre projet, il arrive à son aboutissement et il arrive à un moment où il est prêt à être partagé et au partage d'un préprint et un partage avec différents collaborateurs. Donc une des premières fonctionnalités, hein, qui est rendu possible par l'OSF, ça va être de créer de nouveaux projets qui vont permettre de collaborer avec vos collègues et qui vont permettre aussi de préenregistrer un plan d'expérience. Donc j'imagine que vous avez déjà mentionné pendant vos réunions, vos sessions précédentes, l'idée de préenregistrement. On va en reparler un petit peu par la suite. Donc la première étape, hein, c'est de se créer du coup, un compte, hein, sur l'OSF. Pardon, il y a des slides qui sont passés un petit peu rapidement, mais du coup la page d'accueil de l'Open Science Framework, de l'OSF, ça ressemble à ça. Donc cette plateforme, elle a été pensée par des chercheurs, pour des chercheurs, donc elle est assez intuitive à utiliser. Donc la première étape, c'est donc de se créer un compte. Si le compte est déjà créé, bah, c'est de se connecter à cette plateforme. Ensuite, sur ce type de page-là, donc ça, c'est votre dashboard, c'est en gros, où sont regroupés tous vos projets et toutes les institutions auxquelles vous appartenez. Donc la première étape, c'est de créer un nouveau projet en cliquant sur ce gros bouton vert ici. Et lorsque vous créez un nouveau projet de recherche, on vous demande de définir un titre, éventuellement une institution à laquelle vous êtes affilié, donc l'université Grenoble-Alpes par exemple si c'est le cas. Et puis voilà, donc une fois que vous avez créé un projet de recherche, donc vous arrivez sur ce type de page où votre projet contient différents composants. Donc il y a un titre, il y a la liste des contributeurs, les affiliations auxquelles vous êtes, affilié, une date de création du projet, une date de mise à jour, et cetera. Donc on va passer en revue ces différents composants et voir à quoi ça nous sert d'avoir ce type de projet. Donc dans un projet de recherche typique, hein, sur OSF, il y a un premier composant qui est assez important, c'est le wiki, qui va permettre de donner des informations sur le projet en cours qui vont être utiles aux individus qui vont venir visiter votre projet de recherche. Une deuxième partie importante de ce type de projet, ça va être la partie fichier, qui vont permettre, bah, de mettre en ligne simplement des fichiers que vous voulez partager avec la communauté. Ensuite, un outil citation, donc à savoir qu'à chaque projet OSF qui est créé, OSF va lui attribuer un identifiant, donc un DOI qui va permettre à d'autres personnes de citer vos travaux en cours. Au sein d'un même projet de recherche, on va pouvoir assigner plusieurs composants. Par exemple, un composant qui va comprendre, le matériel expérimental, un autre qui va comprendre les communications que vous avez faites sur ce projet de recherche, que ce soit des papiers de conférence ou des présentations orales, un autre composant qui va comprendre les analyses, et cetera, et cetera. Une des fonctionnalités, centrales, d'OSF, c'est que ça va vous permettre de préenregistrer votre protocole expérimental. Donc l'intérêt, hein, du préenregistrement, Mathieu vous en a déjà parlé, je pense, il y a 2 sessions, hein. L'idée, c'est de créer une version, gelée, une version aussi timestamp, c'est-à-dire avec une date sur ce projet-là, où vous dites: «Eh ben, dans le futur, quand je vais mener mon expérience, j'aimerais la mener de telle manière, j'aimerais faire telles analyses statistiques, pardon, j'aimerais, tester telle hypothèse de telle manière», et cetera. Donc il y a un double enjeu, hein. Il y a un enjeu de transparence et il y a un enjeu aussi de copyright, dans le sens où à partir du moment où vous déposez vos idées avec un tampon temporel sur ces idées-là, et ben, ça veut dire qu'elles sont à vous et que s'il y a une autre équipe qui essaie de vous doubler sur le fil en faisant les mêmes expériences, et donc vous avez un moyen de prouver que vous avez eu cette idée à ce moment-là et que vous l'avez déclarée sur le SF, à ce moment-là.
Donc, quand vous écrivez un préenregistrement, que ce soit sur OSF ou ailleurs, vous avez la possibilité de le rendre public directement, mais ce n'est pas une nécessité. C'est-à-dire que vous pouvez très bien écrire un préenregistrement, donc dire: «Je souhaite telle expérience à tel moment», le garder privé pendant 2 ou 3 ans et dire: «Au bout de 2 ou 3 ans, ça sera rendu public automatiquement». Donc il y a une limite de période d'embargo, on appelle ça, qui est fixée à 4 ans sur l'OSF, qui est censée vous laisser le temps de, à partir du moment où vous avez préenregistré, de conduire toute la recherche, de la reporter, d'éventuellement publier un article à la fin. Et donc vous avez à peu près 4 ans pour faire ça. Donc dans la première partie de ma présentation, qui va durer environ 30 minutes, je vais vous présenter un petit peu les fonctionnalités de l'OSF de manière un peu Ladislas, abstraite, un tu peu. m'entends? Oui, oui, On te perd un peu des fois. Est-ce que, tu pourrais peut-être est-ce que tu as d'autres appareils qui sont connectés en Wi-Fi? Si tu es connecté en Wi-Fi, genre ton téléphone, est-ce que tu peux enlever le Wi-Fi, tu penses? Parce qu'on a peu de yes, bande passante en final. Ou, fermer un OK. peu des onglets, je sais pas. En fait, de temps en Ouais, temps, on te perd un petit peu. ça marche. Je vais essayer de bon, je vais déconnecter mon VPN, peut-être que ça va me déconnecter, mais je me reconnecterai ensuite. OK. OK, On va voir si c'est mieux. très bien, Vas-y, je te laisse continuer. ça marche. Du coup, ces préenregistrements, ils se présentent de la manière suivante. Donc dans un projet de recherche, comme je vous disais, vous avez plusieurs onglets, hein, qui vont être utiles. Ça va être le premier onglet, ça va être l'onglet fichier. Le deuxième, l'onglet wiki, qui va permettre de documenter ce projet de recherche. Vous avez un onglet analytics, qui va vous permettre de suivre un peu des statistiques sur votre projet. Combien de fois tel composant a été téléchargé, combien de fois vous avez eu de vues de telle ou telle page de votre projet. Et enfin, un onglet enregistrement, préenregistrement, qui va vous permettre de préenregistrer votre projet de recherche et il y a différents templates, différents formats de préenregistrement qui sont disponibles. Donc ces différents formats, comment choisir, le bon? En gros, ça dépend du type de recherche que vous allez mener et ça dépend aussi de votre niveau d'exigence quand est-ce que vous voulez préenregistrer. C'est-à-dire qu'il y a des formats de préenregistrement qui sont spécialement définis, par exemple, pour des études d'IRM, d'autres pour des études plus comportementales, d'autres pour des réplications, et cetera. Donc il y a différents formats de préenregistrement pour différents types d'études et aussi pour un même type d'études données, il y a différents niveaux d'exigence. Moi, je sais que j'aime bien utiliser le format Prereg Challenge, qui est un format initialement prévu, pour un événement spécial lancé par le Center for Open Science, qui consistait en fait à vraiment avoir un format très exigeant où on demandait aux auteurs de ces préenregistrements-là de définir toutes les variables qu'ils allaient manipuler, toutes les analyses qu'ils allaient faire à l'avance. Et à la fin de chaque année, le COS, pendant quelques années, donnait un prix de 1 000 à un de ces préenregistrements tirés au hasard. Donc il y avait une incitation, pardon, financière à utiliser ce format-là qui est assez exigeant. Bien que l'incitation financière, elle est plus le maintenant, moi je vous encourage à utiliser ce format-là qui est assez exigeant et qui permet aussi pour soi-même de bien définir à l'avance tout ce qu'on va faire dans l'étude qu'on va mener. Donc une fois qu'on a planifié son étude et qu'on a créé une version gelée de notre protocole, l'OSF va aussi nous permettre de gérer, de manager notre projet de recherche et de collaborer avec nos collègues. Ça va nous permettre également de faire un suivi de version automatique. Donc le suivi de version, ça va être un outil comme ce qui est permis par Git ou par GitHub qui va permettre de suivre les différentes versions d'un même fichier. Ça va être également une ressource centralisante pour d'autres outils que vous pouvez utiliser, comme des outils bibliographiques, des outils de partage d'images ou de vidéos ou de fichiers un petit peu plus lourds. Et on va voir tous ces usages en détail dans la suite. Donc la première fonctionnalité importante, c'est une fonctionnalité de collaboration, hein. Comme je vous disais, dans votre projet de recherche qui ressemble à ça, vous pouvez définir différents contributeurs pardon, avec différents rôles. Donc pour chaque contributeur de ce projet de recherche, vous allez pouvoir définir s'ils sont admins, s'ils ont des droits d'éditer le projet ou seulement de le voir. Et ça va permettre en gros de partager des fichiers entre les différents membres de votre équipe de recherche. Une fonctionnalité aussi des projets de recherche, sur OSF, ça va être la possibilité de commenter sur un projet. Donc il y a un outil de discussion qui ressemble à ça, hein, qui est accessible via les 2 petites bulles sur chaque projet, qui permet de laisser des commentaires qui sont, soit privés si le projet est privé dans un premier temps, soit public et commentable par tout le monde si le projet est rendu public. Donc cette plateforme OSF, elle va permettre aussi du coup
de partager à peu près tout le matériel expérimental. Ça va être quoi? Ça va être les données que vous allez collecter, ça va être votre script d'expérience, par exemple, si vous avez utilisé ePrime ou OpenSesame pour faire tourner votre expérience. Ça va être vos codes d'analyse de données, ça va être des vidéos, des stimuli, ce genre de choses. Vous allez pouvoir tout partager sur cette plateforme en l'organisant bien sûr comme il faut. On verra plus tard, hein, dans la deuxième partie de ma présentation, un exemple concret de projet à partir de mes propres recherches. Et donc l'OSF va vous permettre de centraliser toutes ces ressources-là que vous voulez partager dans un premier temps au sein de votre équipe de recherche et dans un deuxième temps après pour communiquer sur votre recherche à d'autres équipes, et éventuellement aussi à des experts qui sont en train d'expertiser votre article soumis. Donc, comme je l'ai mentionné un petit peu avant, OSF permet de faire un suivi de version automatique. Donc, à partir du moment où vous mettez en ligne un fichier sur OSF et que ce fichier garde le même nom, si vous le mettez une première fois en ligne, que vous le modifiez sur votre ordinateur et que vous le remettez en ligne avec le même nom, là par exemple on a un fichier qui s'appelle Bowman ACS, donc on voit que ce fichier-là qui s'appelle bowman.acs.blablabla, il a été mis en ligne 4 fois, il a été modifié au fur et à mesure, et donc sur OSF, OSF va garder un historique de ces différentes versions et va permettre à chaque utilisateur d'accéder aux versions précédentes, ce qui permet de voir comment un projet de recherche a évolué au fil du temps. Donc vraiment un avantage vraiment assez important de l'OSF, c'est que ça va permettre de centraliser plusieurs outils. Donc si par exemple vous utilisez Figshare pour partager les données, si vous utilisez Mendeley ou Zotero pour vos ressources bibliographiques, si vous utilisez SciCopy ou OpenSesame pour collecter vos données, tous ces outils-là vont pouvoir se connecter à OSF qui va agir comme un truc assez central qui permet de connecter toutes les étapes de votre projet de recherche. Par exemple, si vous menez vos études sur OpenSesame, qui est en fait une version libre et basée en Python du Prime, dans OpenSesame, vous avez une fonctionnalité qui permet directement de mettre en ligne vos données dès qu'elles ont été collectées. Donc, si par exemple vous avez une expérience programmée sur OpenSesame que vous faites tourner dans votre laboratoire, vous pouvez activer cette fonctionnalité qui fait qu'à la fin de chaque participant de votre étude, les données vont se mettre en ligne automatiquement sur un répertoire OSF que vous avez créé en amont. Ça, c'est pas mal, ça réduit un peu le travail, ça permet aussi d'automatiser et de rendre transparent le processus de collecte de données et d'analyse de données, parce qu'on peut imaginer que vous avez vos données qui sont collectées via OpenSesame, qui sont mises en ligne automatiquement vers OSF, que sur votre ordinateur en local ou alors sur un cloud, vous avez un script R qui analyse vos données et qui surveille ce répertoire OSF toutes les heures, par exemple, ou tous les jours. Du coup, vous avez les données qui vont en ligne sur OSF, votre script R qui surveille ces nouvelles données et qui analyse les nouvelles données si jamais il y en a, et qui vous envoie les résultats de vos analyses stats par email, par exemple. Donc, avec ces fonctionnalités-là, il y a moyen d'automatiser tout le processus de collecte et d'analyse et de logistique autour des données. Il y a moyen aussi de connecter pardon, des répertoires Dropbox ou Google Drive ou alors des répertoires GitHub, par exemple. Un autre usage de l'OSF, mais qui est lié à ce que je viens de dire, c'est qu'on peut s'en servir un petit peu comme notebook, c'est-à-dire un truc qui nous permet de suivre le cours d'un projet de recherche. Donc ça va permettre de diffuser des documents à travers un groupe de collaborateurs. Ça va permettre aussi de stocker des données. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de limite aussi sur la taille des fichiers qu'on peut stocker sur OSF. Alors en fait, il n'y a pas de limite sur la taille totale d'un répertoire, mais par contre, chaque fichier individuel ne doit pas dépasser 5 gigas. Donc en général, pour les fichiers que vous allez devoir déposer, sauf si c'est des grosses bases de données IRM, ça laisse quand même pas mal de marge, 5 gigas sur chaque fichier individuel, et il n'y a pas de limite sur la taille totale d'un répertoire. Donc pourvu que chaque fichier individuel fasse moins de 5 gigas, vous n'avez pas de limite sur la taille totale du répertoire, qui pose d'autres questions après qui sont liées au coût énergétique de ce type de stockage, mais en tout cas, pour l'aspect pratique, c'est déjà ça. Donc une fois que votre projet de recherche, il avance et que vous avez collecté vos données, vous allez pouvoir aussi vous servir d'OSF comme une manière de partager ce que vous avez fait dans un premier temps de manière semi-publique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez collecté vos données, vous avez écrit votre manuscrit, vous l'avez soumis à un serveur de préprint, ou alors avant de le soumettre, vous voulez avoir des retours de collègues, vous allez pouvoir garder ce répertoire privé, c'est-à-dire visible que par ceux qui ont un lien, et partager ce qu'on appelle des view-only links, c'est-à-dire des liens que vous allez envoyer à vos collègues qui vont permettre d'accéder au projet et juste de visualiser toute ou une partie du projet OSF sans pour autant le rendre public complètement. Donc ça, c'est pratique aussi pour le partager avec des collègues ou pour le partager avec des experts qui sont en train de reviewer votre article, parce que du coup, en partageant ce type de lien, vous avez aussi la possibilité de masquer les auteurs du projet. Donc ça n'empêche pas le blind review. Donc une fois que votre projet est prêt à être diffusé, vous pouvez rendre ce projet public
Il faut savoir que ce projet qui est public, il y a plusieurs niveaux de privé public, hein. Vous pouvez rendre seulement certains composants du projet public ou tout le projet public d'un coup. Donc vous avez un certain niveau de précision et de contrôle sur ce que vous voulez rendre public ou pas dans votre projet de recherche. Donc on vous a parlé, hein, dans les sessions précédentes, vous avez discuté, je pense, de l'intérêt des préprints. On en reparlera un petit peu après. Le workflow typique d'un open scientist, ça va être de garder son projet privé pendant qu'il collabore avec ses collègues. À partir du moment où vous avez un manuscrit que vous allez soumettre à un journal, l'idée, ça va être de rendre ce manuscrit public dès la soumission, sous forme de préprint, ce qui va pouvoir être fait via OSF, et qu'à partir du moment où vous avez quelque chose de lisible par la communauté, on part du principe que si un préprint est prêt à être lu par la communauté et aussi à être expertisé par des pairs, du coup, pour expertiser un article, il faut aussi avoir accès à ce sur quoi les conclusions se basent. Donc, ça va être le matériel de votre expérience, vos données, votre préenregistrement éventuellement. Donc, ça fait sens en fait de rendre public le répertoire OSF où tout cela se trouve au moment où vous soumettez votre préprint. Voilà, à partir du moment où vous créez un projet sur OSF, vous avez un identifiant unique, donc un DOI qui va permettre à d'autres personnes de citer votre travail bien avant que ce soit publié. Donc, c'est un lien, c'est un DOI aussi qui permet d'accéder au projet. Donc une fois que, vous avez fait tout ça, l'OSF, c'est aussi une archive publique, un répertoire public qui va permettre de connecter, différents outils, comme on l'a dit avant. Ça va permettre aussi d'archiver. C'est-à-dire que, si je prends mon exemple si je prends mon exemple, depuis les débuts de mes travaux de thèse, donc chaque expérience ou plutôt chaque projet a un projet OSF attitré et ça me permet comme ça d'archiver tout ce qui a été fait avec un suivi de version automatique et cetera et cetera. Il y a aussi un intérêt du coup de moteur de recherche scientifique à OSF, hein, parce qu'il y a de plus en plus de projets et de préprints qui sont partagés sur OSF, qui sont classés par discipline, hein, qui sont tagués par discipline, on en reparlera un petit peu après. Donc ça permet de chercher assez efficacement au sein d'une discipline ou au travers plusieurs disciplines, des papiers avec des mots-clés qui vous intéressent. Il y a aussi un onglet Analytics, c'est une fonctionnalité Analytics qui est un peu comme Google Analytics qui est intégrée à chaque projet OSF, qui vous permet de voir combien de personnes visitent votre projet, combien de personnes téléchargent tel ou tel fichier, d'où est-ce que les visiteurs de votre projet viennent, est-ce qu'ils viennent de réseaux sociaux, de liens directs, etc. En gros, pour résumer, OSF, c'est une ressource un peu centralisante qui va permettre de faire le lien entre différents outils qui vont être utiles, comme Dropbox, comme des outils bibliographiques ou OpenSesame. Ça va être un outil de collaboration aussi qui va permettre de partager des fichiers, des idées, des données entre vous et différents membres de votre équipe, mais aussi, après, une fois que c'est public, avec d'autres équipes de recherche. C'est aussi une plateforme du coup, de recherche qui permet de tenir au courant de ce qui se passe dans notre discipline. C'est un répertoire, une archive et un outil plus généralement de gestion de projet. Donc ça, c'était pour une présentation générale des différentes fonctionnalités qui sont offertes par OSF. Maintenant, j'aimerais zoomer sur un truc particulier, qui est le fait que OSF a plusieurs serveurs de préprint. Donc les préprints, hein, c'est des versions pré-publication de vos articles. Souvent, on partage un préprint, comme je le disais tout à l'heure, au moment où on soumet un article, mais ça peut être aussi bien en amont ou alors au contraire après la publication de l'article. Moi, ça m'arrivait par exemple de partager un préprint pour avoir des retours de collègues et qu'il s'écoule quelques semaines, voire quelques mois avant de décider à quel journal je soumettais cet article et ce qui me permettait entre-temps d'intégrer des retours, d'autres collaborateurs, hein, externes à mon université ou même des gens, des personnes random sur les réseaux sociaux. Donc, l'Open Science Framework héberge plusieurs serveurs de préprint qui sont classés par discipline. On en reparlera un petit peu après, il y a plusieurs serveurs. Donc sur cette plateforme-là, ça se présente de la manière suivante. Donc on a pareil un titre de préprint avec des collaborateurs et on a une interface qui nous permet de prévisualiser un préprint qui soit au format, .doc ou .pdf. Voilà, donc le préprint, il se voit assigner un DOI. Il se voit assigner un DOI, hein, comme le projet, ce qui va permettre à votre préprint d'être cité par d'autres personnes bien avant que l'article soit publié. Une fois que l'article est publié, vous pouvez aussi mettre un lien direct vers le DOI de l'article publié. Donc ces préprints, on vous demande de les classer avec des tags, hein, comme un article classique, avec des tags et des disciplines auxquelles ils appartiennent, qui va permettre de faciliter leur recherche sur OSF, mais aussi leur indexation par Google Scholar. Donc tous les serveurs de préprint d'OSF, ils sont indexés par Google Scholar, par Web of Science, etc., ce qui permet de comptabiliser les citations qui sont faites à propos de préprint. Voilà, il y a un outil aussi qui vous permet de générer automatiquement des citations en différentes normes de citation.
Et vous pouvez aussi connecter un préprint à un projet OSF. Donc ça fait sens, hein. Vous avez un projet OSF qui contient vos données, vos scripts d'analyse, et cetera. Et au moment où vous soumettez votre préprint, vous allez le soumettre sur un serveur de préprint, je vais en reparler un tout petit peu après, et connecter ce préprint-là avec un projet en particulier, ce qui permet aux gens qui lisent votre préprint sur OSF de directement accéder aux données, au matériel, etc. Donc, ces différents serveurs de préprint sont tous agrégés, sont tous groupés sur OSF, ce qui permet du coup de faire des recherches sur plusieurs serveurs de préprint à la fois. Donc, on peut les décliner en plusieurs marques en fonction de la discipline, hein. Je pense que vous en connaissez certains, il y en a pas mal et ça augmente tous les jours. Je pense que celui qui est le plus pertinent pour vous, c'est le serveur SportKiv, mais je ne sais pas comment vous le prononcez. Nous, en psychologie, on utilise aussi pas mal SciArchive et tous ces plateformes de préprint-là, qui sont déclinées par discipline et par thématique, sont tous soutenus et hébergés par le serveur par OSF. Et comme je le disais, du coup, une recherche sur OSF permet de faire une recherche au sein de tous ces serveurs de préprint à la fois. Donc le serveur de préprint OSF, il est open source, il est gratuit et il le restera pendant un petit moment. Il y a un truc que je n'ai pas mentionné aussi, c'est la question de la pérennité du stockage OSF. Donc il n'y a pas de limite de stockage sur OSF, donc vous pouvez faire des projets aussi gros que vous le voulez. Il y a une question qui se pose légitimement, c'est est-ce que dans 5 ans, il n'y aura plus d'OSF et que le Center for Open Science va disparaître et que du coup mes données, il faudra tout ce que j'ai déplace vers une nouvelle structure, une nouvelle plateforme. Donc pour vous rassurer de ce côté-là, il y a OSF, enfin, le Center for Open Science a décroché des grosses bourses qui lui assurent une pérennité du stockage jusqu'à 2050 au moins. Donc il y a des garanties sur le stockage jusqu'à 2050, ce qui fait que pour les 30 prochaines années, on est tranquille, on n'aura pas à tout redéplacer vers une nouvelle plateforme. D'ici là, on sait pas, on verra ce qui se passera, mais en tout cas, il y a une certaine assurance derrière. Les préprints que vous partagez sur OSF, ils sont soumis à deux types de modération, une pré-modération et une post-modération. C'est-à-dire que quand on soumet un préprint, il y a des volontaires qui vont un peu scanner et voir si c'est pas n'importe quoi qui est publié. Donc bien sûr, des fois, ils en ratent. C'est pour ça qu'il y a aussi une post-modération. C'est-à-dire que s'il y a des retours qui remontent à OSF, comme quoi ça n'a rien à faire ici, du coup, ça va disparaître au bout d'un moment. Il y a des fonctionnalités aussi qui sont nouvelles, hein, qui ne sont pas encore dans mes slides, mais qui sont apparues il y a quelques mois. En particulier, il devient maintenant possible de mettre des commentaires directement sur les préprints via la plateforme Hypothesis, qui permet du coup d'ajouter des petits commentaires et de discuter directement sur le PDF via OSF. Je pourrais vous illustrer ça dans la deuxième partie de ma présentation. Si ça Donc, peut te en gros, rassurer, c'est clair, on t'entend bien, il n'y a pas de problème. Bon, super. Merci pour les retours. Donc, l'approche du COS, hein, c'est un peu aussi l'approche que vous avez essayé d'adopter pendant cette série de séminaires, j'ai l'impression, hein. C'est que pour vraiment pousser un peu plus loin ces changements-là de pratique et pour démocratiser un peu cette science ouverte, le COS, il part du principe que ce dont on a besoin, ça va être de changements culturels. C'est-à-dire des changements dans les attitudes des chercheurs, dans les croyances qu'il y a vis-à-vis de la pratique de la recherche et aussi dans l'accessibilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a convaincu que les différents chercheurs que c'est une bonne chose que la science soit plus transparente et plus ouverte, il faut aussi rendre ça facile, sinon ça ne sera jamais utilisé. Donc c'est vraiment tout l'intérêt du COS et de la plateforme OSF, c'est de rendre ça facile, avec une seule plateforme qui est simple à utiliser et qui centralise toutes les différentes ressources qui permettent de faire de la science plus ouverte. Donc la philosophie du COS, c'est ça. Il y a toujours plein de nouveaux projets qui sont en réflexion ou qui vont arriver dans les prochains mois. Du coup, je vous mets un petit lien ici et je vous partagerai les slides après, bien sûr, qui permet de voir quels nouveaux développements sont en cours de réflexion ou en cours d'implémentation. Et si vous avez des suggestions aussi qui remontent de votre expérience personnelle, vous pouvez bien sûr les communiquer au Center for Open Science directement via moi ou via courriel ou via leur site ou alors via les réseaux sociaux. Voilà, j'en ai fini avec la première partie de ma présentation qui était plutôt théorique. Maintenant, je vais prendre quelques questions si vous en avez et ensuite je vous montrerai du coup concrètement à quoi ça ressemble avec des projets de recherche qui sont issus de mes travaux à moi. Donc vous connaissez le principe, si vous voulez poser une question, vous pouvez activer votre micro et ou votre caméra et poser la question à Ladislas. Ou vous pouvez l'écrire dans le chat si vous voulez. Je la relirai. Moi, j'avais une question tout à l'heure, tu nous as parlé des exports des citations au format APA, MLA, et cetera. Ouais. Moi, je voulais savoir si c'était prévu aussi dans un avenir proche de pouvoir exporter la citation en BibTeX, de façon à pouvoir l'importer dans Ouais. son référence management comme Zotero, et cetera.
Je suis pas sûr que ça soit prévu ou implémenté déjà. Par contre, du coup, c'est extérieur à OSF ce que je vais te dire, hein, mais il me semble que tu as un add-on de Zotero qui te permet de faire ça à partir de n'importe quelle page. Ouais, Donc mais ce que je ouais, mais il a du coup, c'est quelques pas ratés des fois, donc c'était pour ouais. ça. Par exemple, je l'ai essayé sur la page de mon préprint et Ah il ouais? a non, il était pas très il manquait quelques trucs, mais du coup, OK. c'était pour savoir si c'était, prévu ou pas. C'est pas encore le cas, je suis pas au courant. Ça vaut le coup d'aller checker, hein, dans la liste là que j'ai mis à Ouais, la fin. Mais, ouais, en tout cas, c'est une bonne suggestion. Donc si c'est pas prévu, ça vaut le coup peut-être de leur faire remonter, ouais. OK et une autre question, je la garderai pour la fin, j'en ai d'autres, mais est-ce qu'il y a des fichiers qu'on peut pas uploader? Tout à l'heure, tu nous avais parlé de la taille des fichiers, mais est-ce qu'il y a Ouais. des types de fichiers qu'on peut pas uploader? Heu, Pas à ma connaissance. Alors il y a des fichiers par contre que tu vas mettre en ligne qui vont pas être lus par, l'interface. Mmh. Par exemple, quand tu mets un PDF, tu peux le voir en ligne, via leur petit encadré. Pareil pour un point doc. Après, il y a des types de fichiers un peu spéciaux, je pense pas qu'ils peuvent être prévisualisés en ligne. Par contre, tu vas quand même pouvoir les stocker pour les partager avec d'autres personnes, tant qu'ils font moins de 5 gigas. OK. Il y a pas de questions de la part de personne? Non? Bah, allez, tu peux prendre le fil Non. pour nous présenter ça un peu plus, directement. Ah si, on avait une question de Ouais, Cédric, non? ouais, si, ça. Ouais, vas-y. Je savais pas si on m'entendait. Juste, petite question rapide, sur les embargos. Tu as Oui, parlé d'embargo des registrations. Ouais. Est-ce que c'est également le cas sur les données ou sur le reste du projet? Je veux dire, ou c'est uniquement sur les pre-registration où il y a l'embargo, que tu peux gérer et qui est limité à 4 ans? Bonne question, il me semble que c'est sur le projet entier, mais Parce il se que peut si je veux créer un projet qui est potentiellement très long terme, ouais, enfin, je veux dire, bah, par exemple, j'ai 2 ans ou 3 ans de projet, bien sûr. le temps en plus derrière d'écrire et enfin, ne serait-ce que des tests, des fois, ça peut vite prendre du temps. Ouais. Heu, voilà, c'est pour savoir. Bonne question. Je suis pas sûr à 100 du coup, j'ai pas envie de dire de bêtises, hein. C'est pour le préenregistrement sûr. Il me semble que tu as aussi moyen de le faire sur le projet, heu, mais je suis pas sûr à 100. Je vais pas te dire de bêtises, c'est à vérifier ça, je peux vérifier et puis je peux vous tenir au courant après, enfin, j'enverrai la réponse à Clément. Ouais, ouais, ou pas de c'est problème, j'essaierai de la faire diffuser. Ou alors il faut checker, le site que tu nous as envoyé, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, mais c'est une bonne question en effet parce que il y a Yoann qui dit: «On peut préenregistrer des composants». Ouais, je pense qu'il y a moyen de dissocier différents trucs. Je pense qu'il y a des périodes d'embargo qui peuvent être différentes en fonction des différentes parties du projet, des sous-parties du projet. À confirmer ça. Ça roule. Et ben je vais me le noter et je rajouterai la réponse à ta question, Johan, sur le site de la CAPS quand je publierai la visio. Yes. D'autres questions ou c'est good pour tout le monde? Allez-y, n'hésitez pas, hein. C'est le but de faire une petite pause, cognitive s'il y a besoin. Non? Bon. Et ben, je te rends la parole. Ça marche. Du coup, normalement, vous voyez toujours mon écran. Donc là, je vous montre à quoi ça ressemble du coup un projet à partir d'une de mes études de thèse. Donc comme je vous ai montré dans les slides, hein, il y a un titre du projet, il y a différents contributeurs avec, différents rôles. Donc il y a la date de création du projet, la dernière fois que ce projet a été mis à jour, il y a un DOI qui est assigné à ce projet qui lui permet d'être cité éventuellement et il y a une description. Donc là, après, vous mettez un peu hein, moi j'ai pour habitude de mettre l'abstract de l'article publié, comme description du projet, mais ça c'est à votre guise. Un élément important aussi, hein, qui peut vous intéresser, c'est la licence. Donc la licence, c'est en gros un ensemble de règles qui vont dire aux gens qui utilisent votre projet ou qui réutilisent des parties de ce que vous avez créé, comment est-ce qu'ils doivent le faire. Donc à partir du moment où vous partagez du contenu sur internet, mais aussi ailleurs, vous pouvez choisir des licences, donc des ensembles de règles qui disent aux gens comment est-ce qu'ils doivent réutiliser. En l'occurrence, la licence que j'utilise, la CCO 1.0, elle dit qu'en gros, tout le monde peut réutiliser ce que j'ai fait tant qu'il me crédite pour l'effort, d'origine. Donc dans ce projet, il y a une partie wiki ici qui décrit en gros le contenu du projet. Il y a une partie fichier qui comprend tous les fichiers qui sont hébergés dans ce projet. Là, je fais un petit overview général et puis après j'entrerai dans les détails. Il y a, un onglet citations avec différents types de citations, mais il y a d'autres styles. Il y a un onglet composants, où on peut créer différents sous-composants au projet. Il y a un onglet tag qui permet de découvrir plus facilement le projet.
Et il y a un résumé de l'activité récente et moins récente de tout ce qui s'est passé sur ce projet-là. Donc si on zoome un petit peu maintenant sur chaque partie, si on va dans l'onglet Fichiers, donc ce que je vous recommande de faire, hein, c'est de vous servir de l'OSF comme un répertoire qui vous permet de stocker vos données, mais pas de vous servir dans un répertoire où on va tout jeter dedans et puis pas l'organiser. Un des principes de la science ouverte, c'est de donner accès au matériel, aux données, mais donner accès, ce n'est pas suffisant pour que ce qu'on partage, ça soit reproductible. Un élément important, ça va être qu'il va falloir documenter ce que vous avez partagé, sinon ça va être personne ne pourra le comprendre. Donc là, en l'occurrence, une architecture, une structure qui me paraît sensée, on va dire, c'est de créer différents sous-répertoires. Par exemple, là, j'ai créé un sous-répertoire données, un sous-répertoire manuscrit, un sous-répertoire échelle qui contient différents questionnaires que j'ai utilisés dans cette étude, un sous-répertoire expérience, enfin script d'expérience qui comprennent les scripts OpenSesame que j'ai utilisés pour récolter mes données, un sous-répertoire traitement du signal, blablabla, blablabla. Donc d'organiser votre dossier en sous-répertoire, de mettre pas mal de README, donc de fichiers texte, en plus du wiki qui vont indiquer aux gens ce que contient chaque dossier. Un truc aussi important à ajouter, c'est quand vous partagez vos données, comme je le disais, partager les données, ça ne suffit pas à les rendre compréhensibles par d'autres groupes et à rendre vos analyses reproductibles. Ce qu'on partage souvent, c'est ce qu'on appelle des codebooks, qui vont être des fichiers, hein, ça peut être un point Markdown ou un point texte, qui va décrire en gros ce que contient votre jeu de données. Donc là, j'ai un jeu de données avec une quinzaine de variables. Dans ce codebook, je mets une phrase toute simple, hein, pour décrire ce que contient chaque colonne donnée. Donc, c'est d'autant plus important que parfois vos variables, elles ont des noms qui sont compréhensibles que par vous ou par vos collaborateurs. Donc ce codebook-là, il est assez important. Il indique au lecteur extérieur à quoi correspond chaque variable de votre donnée, ce qui va lui permettre de comprendre les données et de reproduire les analyses que vous avez réalisées. Donc ça, c'est pour la partie fichier. Je vous montrerai dans un autre projet ensuite comment est-ce qu'on peut lier un répertoire GitHub. Dans la partie wiki, donc il y a une description au niveau général du projet, où là j'indique simplement ce que contient chaque sous-répertoire de mon projet OSF. Donc voilà, ce fichier wiki, c'est un fichier Markdown donc, qui se formate en Markdown. Donc voilà. Dans l'onglet Analytics, vous pouvez avoir le nombre de personnes qui a téléchargé ou vu telle ou telle partie de votre projet de recherche. Donc ça rame un petit peu, mais voilà en gros ce qui se passe. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de visites sur ce projet-là. Il déchaîne les foules. Donc là, il n'y a pas grand-chose à voir. Ouais, Il n'y aura plus à partir de maintenant. ouais, Maintenant, c'est ça. on va aller prendre ton fichier en Exactement. Dans l'onglet préenregistrement, c'est ça que je voulais vous montrer surtout. Ben là, il y a différents préenregistrements que vous avez menés, donc qui sont déjà enregistrés ou qui sont encore en brouillon. Donc ça, c'est un préenregistrement que j'avais fait le 17 octobre 2018 apparemment. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ah oui, juste avant ça, donc si vous voulez créer un nouveau préenregistrement, c'est sur le gros bouton vert. De toute façon, sur OSF, c'est souvent sur le gros bouton vert qu'il faut cliquer. Donc vous avez plusieurs formats de préenregistrement. Comme je vous disais, moi j'aime bien le pré-reg challenge, qui n'existe plus d'ailleurs. Mais en gros, celui-là, il correspond à peu près à ça. Donc si vous avez un doute sur ce qu'il faut utiliser dans votre cas, bah, il y a un petit bouton ici, information, qui vous donne des infos à côté. Mais le format le plus général, hein, sauf si vous avez une étude particulière, ça va être d'utiliser le OSF Pro Registration. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Donc en gros, ce format de préenregistrement, il vous demande quelles sont vos questions de recherche principales, quelles sont vos hypothèses principales, quel est votre plan d'échantillonnage, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez récupérer des données, est-ce qu'il y a un comité d'éthique qui a autorisé cette étude, quelle taille d'échantillon vous comptez accueillir, quel est votre rationnel, votre argumentaire pour taille d'échantillon précise, quelles sont les variables que vous allez manipuler, mesurer, etc. etc. Donc c'est assez détaillé, hein, comme vous pouvez le voir, ça prend un petit peu de temps. Moi, j'y vois plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça pousse vraiment soi-même et ses collaborateurs à être clairs sur ce qu'on veut tester dans chaque expérience. Ça permet aussi de gagner du temps sur la rédaction de la méthode, parce que le temps que vous perdez, entre guillemets, à écrire votre préenregistrement détaillé, c'est du temps que vous gagnez au moment où vous rédigez l'article après, à rédiger comment vos hypothèses, vos méthodes, etc. Donc, ce n'est pas du temps perdu, hein, c'est du temps qui va être utile pour clarifier pour vous-même et puis ensuite pour écrire à l'avance votre section méthode. Si vraiment vous êtes au taquet, vous pouvez aussi directement mettre en ligne un script d'analyse R
sur un jeu de données factice. Donc, vous pouvez simuler des données, écrire votre script R d'analyse, le mettre en ligne, et une fois que vous aurez collecté vos vraies données, il n'y aura plus qu'à faire tourner le script R et tout sera déjà tout fait à l'avance. Donc voilà, ça rajoute pas vraiment, tout ça pour dire que ça rajoute pas vraiment de charge dans le processus de recherche. Ça décale juste un peu les choses. Au lieu de faire notre expérience à l'arrache, d'analyser comme ça vient et de publier l'article, eh ben, on va réfléchir en amont. Bon, j'imagine bien qu'on ne fait pas une expérience à l'arrache, mais c'est un peu pour caricaturer. On va en amont prendre le temps de bien écrire nos hypothèses, les modèles qu'on va comparer, les analyses qu'on va faire, etc. Et ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps qui sera gagné sur le moment où les données sont collectées et que vous devez les analyser. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc le préenregistrement, voilà, il a aussi un identifiant qui lui permet d'être cité. Si je reviens sur mon projet OSF, j'ai un onglet aussi que je voulais vous montrer, c'est l'onglet contributeurs. Donc là, j'ai différents co-auteurs qui ont tous le rôle d'administrateur, mais je peux aussi ajouter des contributeurs à mon projet qui n'auront que la possibilité de lire le projet ou de lire et d'éditer, mais qui n'auront pas le droit, les droits de supprimer des composants ou d'en ajouter. Ce qui est intéressant dans cet onglet contributeur aussi, c'est la possibilité de créer ce que je vous disais tout à l'heure, des liens qu'on appelle view only, qui permettent seulement de visualiser le contenu d'un projet, mais sans pouvoir ajouter ou supprimer des trucs. Et ça, c'est pas mal parce que ça crée, et il y a aussi une option anonymisée qui permet de créer des liens. Donc si vous avez ce lien et que vous arrivez sur mon projet, vous n'allez pas voir qui sont les auteurs du projet. Vous allez juste pouvoir voir certaines parties du projet, donc les parties que je veux. Donc c'est pas mal quand vous partagez un projet privé avec des experts, par exemple. Un onglet central, une fonctionnalité vraiment importante des projets OSF, c'est l'onglet Add-ons qui va permettre de connecter différents outils, hein, comme je disais, Mendeley, GitHub ou Zotero ou encore d'autres trucs. Donc ça va vous permettre aussi d'étendre un peu les capacités d'OSF. Je vous disais tout à l'heure qu'on n'avait pas le droit de mettre en ligne des fichiers qui font plus de 5 Go. Si vous avez par exemple, si vous connectez un répertoire Figshare, il me semble que les limites de stockage sur Figshare, elles sont encore un peu plus larges. Donc ça vous permet de mettre en ligne sur OSF, via Figshare, des fichiers qui font plus de 5 Go. Donc je vais vous montrer ensuite un autre projet où il y a un répertoire GitHub connecté pour que vous voyez à quoi ça correspond. Et enfin, le dernier onglet, l'onglet Setting, qui permet du coup de définir les paramètres généraux du projet, de le supprimer, de le rendre privé ou public, de créer des view only links, de choisir aussi où est-ce que vous voulez stocker vos données. Donc là, mes données, elles sont stockées aux États-Unis, ce qui est pas ouf d'un point de vue énergétique. Voilà, mais apparemment, ça ne peut pas être changé une fois que le projet a été créé. Donc, c'est aussi un truc à prendre en compte lorsque vous créez votre projet. Vous pouvez activer ou désactiver les commentaires. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour l'instant. Vous pouvez aussi choisir si vous voulez recevoir des mails quand il y a des modifications sur votre projet ou pas. Et donc, je voulais vous montrer un autre projet dans lequel il y a un répertoire GitHub qui est connecté pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai un répertoire sur GitHub où j'ai mis toutes mes données, mes analyses, mon manuscrit en R Markdown, en PDF, etc. Donc, quand je connecte un répertoire GitHub à un répertoire OSF, ça apparaît toujours dans l'encadré fichier ici. Sauf que du coup, à la place d'avoir une petite icône OSF, moi j'ai une petite icône GitHub. Et en fait, ces fichiers-là, ils sont synchronisés avec ce qu'on se trouve sur GitHub. Donc voilà, donc tout ça c'est sur GitHub, mais c'est accessible via OSF. Donc si je fais une modification sur GitHub, ça apparaîtra automatiquement sur OSF. Donc comme je disais tout à l'heure, on peut aussi connecter des préprints à des projets OSF. Donc là, j'ai un préprint, un manuscrit qui est soumis, qui est attaché à ce projet OSF. Donc on voit qu'il est soumis sur SciArchive. Et on peut directement cliquer dessus pour y accéder. Donc par exemple, un lecteur qui tombe sur mon préprint via SciArchive, il arrive là-dessus, donc il y a le titre du préprint, les auteurs, blablabla, un aperçu ici du PDF, un abstract, un DOI, la licence, des tags, etc., comme sur un article classique. Et du coup, ça lui indique qu'il y a des matériels supplémentaires, donc des données, etc., qui sont accessibles sur un projet OSF qui est lié au projet. Donc si vous lisez cet article, vous pouvez directement accéder au matériel et aux analyses en cliquant sur ce lien-là. Et du coup, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter sur la plateforme OSF pour le moment. Si vous avez des nouvelles questions, eh ben, je peux les prendre maintenant.
J'ai une petite question, en fait, un truc auquel je viens de penser, j'ai jamais été confronté, parce que j'utilise pas tant que ça les add-ons. En fait, si tu mets des fichiers dans tes add-ons, par exemple, je sais pas, tes scripts ER ou autre, et qu'ensuite tu fais ton préenregistrement et que tu veux préenregistrer aussi ton script ER que tu as fait a priori, il fait comment OSF? Il te fait une copie de ton répertoire GitHub? Ouais, c'est ça. Il fait une copie frisée, quoi. Ok. Et du coup, il pose problème, enfin, c'est peut-être un peu là, du coup, un truc super spécifique, mais si du coup, imaginons que tu as, je sais pas, un truc qui peut peser plus de 5 gigas, j'en sais rien, et du coup, il le copie quand même, parce que du coup, c'est un peu neuf ce truc du 5 gigas, donc je sais pas trop si. Ouais, ça, j'en sais rien. Ok. Ça, je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'il stocke quand il fait une copie gelée. Et, c'est possible qu'il bloque, hein. C'est possible qu'il fasse la copie gelée. Et genre, tu vois, il y aurait une information visuelle. Genre, il va copier, faire une copie visuelle de la structure du répertoire GitHub, qui va copier ce qu'il peut copier et qui laisse de côté ce qu'il ne veut pas copier, quoi. Ouais, ok. Je sais pas comment ça marche exactement. Ouais. Ouais. Ok, merci Alissas. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, je voulais peut-être que tu en profites pour voir si tu pouvais nous montrer rapidement comment est-ce qu'on dépose un préprint et notamment, tu sais, certaines des marques, comme tu nous en as parlé, proposent des templates. Ouais, carrément. Parce que je pense que moi, je sais qu'au début, je me suis dit, faut que je fasse enfin, je me suis dit, bah, je vais faire un préprint, etc. Et j'ai commencé à me dire, bah, qu'est-ce qu'il faut dedans, etc. Et au bout de 2 jours, un collègue à moi, que je ne nommerai pas, m'a dit: «Mais il y a un template». Ah bon? Bah oui, un template, va voir, tu fais tes copier-coller de ton article et puis c'est tout propre, bien mis en page et c'est joli. Et effectivement, ça, c'est super sympa. Donc, tu as utilisé un template LaTeX de Sport Archive, c'est ça? Non, ils ont un template, doc. Ok, Donc ouais, en fait, j'ai juste copié mes parties de fichiers, dans mon ouais, doc. Mes références, Mendeley, elles ont suivi, mes titres, ils ont été pris en yes. compte et cetera et très honnêtement, je pense que faire un copier-coller, entre, ce qu'a proposé, Sport Archive et mon point texte que j'avais moi, ça m'a pris, allez, Ouais, 1/4 d'heure, quoi. ouais, ouais, ouais. Ok. Alors, ouais, donc la ressource centrale, du coup, c'est OSF Preprint, hein, comme je disais tout à l'heure. Là, vous voyez toujours mon écran. Ouais, Donc, quand vous arrivez sur OSF Preprint, vous pouvez partager un preprint sur OSF Preprint ou alors sur un serveur particulier, donc par exemple sur Sport Archive, qui doit être quelque part. Hmm, pas- ils l'ont viré. Elle y était il y a une semaine et quelques, donc ah, c'est le rond. Bon. Le logo est pas pris en compte, c'est le rond. Ouais. Ah ouais. Ok. J'ai bien fait de Donc, vous poser la pouvez soumettre question, un. tout le monde le saura. Ouais, c'est ça. Vous pouvez soumettre un préprint soit en mettant en ligne un nouveau fichier à partir de votre ordinateur, soit alors en sélectionnant un manuscrit qui serait déjà stocké dans un de vos projets OSF. Donc, imaginons que moi, j'ai mon PDF dans ce projet-là. Hop, donc, je sélectionne mon projet et je sélectionne le PDF qui correspond à mon manuscrit dans ce projet. Alors là, j'ai sauté un peu ta question, en fait, parce que ta question, c'était le template. Alors moi, je t'avoue que moi, je ne me suis jamais posé la question du template, dans le sens où ce que je partage en préprint, c'est la version de mon article que je soumets au journal. Donc en gros, j'écris mon article, je le soumets à un journal, et au moment où je le soumets au journal, je partage le PDF de mon article soumis sur un serveur de préprint. OK, ouais, bah, vas-y, continue, Du et après coup, je te montrerai. ouais, ouais. Donc, donc voilà. Donc je sauvegarde là où j'en suis. OK. Donc après, on me demande si les données qui sont associées à ce préprint, donc oui, non, ou alors ça ne s'applique pas. S'il y a des données, on me demande où est-ce qu'elles sont stockées. Donc là, vous pouvez mettre le lien directement du projet OSF qui est connecté. Est-ce qu'il y a un préenregistrement? Oui, non, ou alors ça ne s'applique pas à mon projet. On vous demande de choisir une licence, de définir un DOI.
Donc une licence, vous pouvez mettre la même dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, celle-là qui est une licence classique en sciences ouvertes, hein, qui dit en gros, pour rappel, vous pouvez utiliser tout ce que j'ai fait, tant que vous dites que ça vient de moi à la base. Voilà, vous pouvez ajouter des keywords, donc des mots tags qui vont permettre de faciliter la découverte de votre préprint. De la même manière, vous pouvez choisir aussi les sous-disciplines auxquelles appartiennent ce travail-là. Vous allez pouvoir définir les auteurs aussi. Donc, il y a une fonctionnalité pas mal aussi là, quand vous soumettez votre préprint qui fait que si vous l'avez connecté à un projet OSF, les contributeurs du projet OSF vont être directement ajoutés en tant que contributeurs du préprint. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de retaper à chaque fois des auteurs. Si vous voulez en rajouter à cette étape-là, ben, il suffit, je pense, de trouver des gens comme ça. Voilà. Là, par exemple, je pourrais ajouter mon ancien directeur de thèse à ce préprint. On vous demande de déclarer si vous avez des conflits d'intérêts. Non, parce que vous êtes des personnes bien, donc vous n'avez pas de conflit d'intérêts. Et s'il y a des matériels supplémentaires, donc là, c'est le moment aussi où vous pouvez connecter un répertoire OSF déjà existant ou en créer un nouveau pour y mettre en ligne les données qui sont associées à votre préprint. Voilà, et puis c'est tout. On clique sur le gros bouton vert, encore une fois, et puis on soumet le préprint. Donc la plateforme de soumission est donc générale pour tous les serveurs de préprint. Et elle est grandement simplifiée, cette soumission, si vous avez déjà un répertoire OSF qui a déjà été créé en amont. Ok, cool, bah, ça répond à ma question. Ouais, Est-ce qu'il y a d'autres mais personnes Vas-y, je t'en prie. ouais. Non, vas-y, c'est bon. Non, je voulais juste demander aux autres personnes s'il y en avait d'autres qui avaient des questions par rapport à ces préprints peut-être. Donc Mathieu et Cyril avaient bien insisté sur, notamment Mathieu, sur l'intérêt des préprints et quel était l'avantage d'après-print, et cetera. Et pour vous faire un petit retour d'expérience qui ne concerne que moi, je sais que j'ai un article qui est dans un processus de review qui prend pas mal de temps. Et j'ai mis le préprint déjà que j'avais soumis à la revue il y a quelques temps. Et mon préprint a été cité alors que mon article n'est pas encore publié. Donc tant mieux. Pour vous donner un peu une idée que ça fonctionne bien et que, comme disait Mathieu, c'est cool. Ouais, ça, les préprints peuvent être cités avant que l'article soit publié. Et même indépendamment de ça, les articles publiés, une fois qu'ils sont, s'il y a un préprint disponible, ils sont aussi en général plus cités que ceux qui n'ont pas de préprint disponible, hein, pour plusieurs raisons. Déjà, comme tu viens de le dire, si un préprint, du coup, l'article est disponible 1 ou 2 ans avant que l'article final soit publié. Et aussi lié au fait que il y a beaucoup de personnes qui cherchent des articles et qui n'ont pas nécessairement accès à l'article publié via leur université, qui vont du coup quand même pouvoir lire votre travail via le préprint, et qui dit lire votre travail dit potentiellement le citer aussi. Donc avoir une version open access via un préprint de votre article publié, c'est toujours une bonne idée. OK. Pour terminer, moi, j'avais une dernière question, qui est peut-être un peu plus générale. On aime bien prendre un peu de recul. En gros, est-ce que les journaux, est-ce que toi, tu as connaissance de certaines revues qui, n'aiment pas forcément, les pré-registration? On ne parle pas forcément des préprints parce que Mmh. Mathieu nous avait dit que les préprints, finalement, les revues, elles s'en foutaient un peu. Mais les pré-registration. Il n'y a pas, à ma connaissance, de journaux qui ont une ligne éditoriale anti-préenregistrement. Après, il y a des chercheurs qui ont des arguments contre le préenregistrement, mais ce n'est pas vraiment des arguments contre, c'est surtout des arguments qui ne sont pas pour. Par exemple, il y a des chercheurs qui travaillent en modélisation computationnelle qui vont dire l'intérêt du préenregistrement est limité. Mais il n'y a personne, à ma connaissance, qui dit que ça peut avoir des conséquences perverses, des conséquences négatives, le préenregistrement. Donc il y a des gens qui ne sont pas pour, mais à ma connaissance, il n'y a pas de gens qui sont contre, et donc du coup, pas de ligne éditoriale de journaux qui sont explicitement contre. Peut-être que tu as eu d'autres retours, Clément, Non, où tu as c'était eu une des gens qui question, étaient explicitement contre. c'était une question naïve, mais Ouais, ouais, ouais. Non, non, je pense pas, hein. Je pense pas que ça puisse être un point négatif d'avoir un préenregistrement. OK. Parfois, ça va pas être nécessaire, mais il y a de plus en plus de journaux qui mettent l'importance là-dessus. Il y a de plus en plus de journaux qui offrent la possibilité d'écrire des registered reports, qui sont un petit peu différents des préenregistrements. Il me semble que vous en avez parlé dans les sessions précédentes. Le préenregistrement, en gros, c'est libre, hein, c'est vous qui le faites au moment de du début de votre projet. Et le registered report, c'est vous soumettez votre intro et méthode à un journal et c'est accepté en avance, à l'avance, donc avant même d'avoir collecté vos données. Accepté ou rejeté d'ailleurs. OK, cool. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions là-dessus?
Donc j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit, notamment il y a des commentaires un peu sur Facebook qui disent qu'ils pourront pas être là pour voir le direct. Donc n'hésitez pas à dire que le l'enregistrement de la visio sera disponible sur le site de la CAPS. On va aussi faire un post sur Facebook. Ouais. Et je pense que peut-être que Ladislas pourra mettre ses diapos et sa vidéo à disposition sur sa plateforme OSF. Bah voilà, impeccable. Ouais. Donc voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à tout le monde. On va faire une dernière communication que vous recevrez par mail et puis sur les groupes sociaux pour vous faire un petit peu un résumé de ces 4 webinaires. Ladislas, il me reste à te remercier. Merci beaucoup parce que c'est vrai que c'était un peu la demande qu'on avait fait. J'ai écrit début directement à OSF et OSF est une équipe anglophone, donc on voulait une présentation en français. C'est le but un peu de nos webinaires, c'est-à-dire présenter des choses sur l'open science et pour que les jeunes chercheurs et les chercheurs disent pas toujours ouais mais c'est en anglais, c'est chiant. Ouais Yoann, je te passe la parole dans 2 secondes. Donc du coup, merci beaucoup d'avoir répondu directement à mon appel quand je vous ai envoyé le mail aux 3 ambassadeurs grenoblois. Merci beaucoup, tu as été le plus rapide et puis merci d'avoir pris du temps pour nous expliquer un peu tout ça et ouvrir un peu plus ça. Pas de souci, avec plaisir. Ouais. Et il y a Johan qui a une petite dernière question. Vas-y Johan, tu dois pouvoir prendre la parole normalement. Ouais, merci Clément. J'avais une petite question. Est-ce que vous avez une sorte de template un petit peu pour les déviations du préenregistrement? Parce que j'ai déjà été confronté à ça et j'avais bricolé un truc un peu comme j'avais pu, mais Tu veux dire genre un template intégré à OSF pour ouais, comment je sais pas. Ouais, voilà, ouais. Alors, il n'y a pas de template à ma connaissance. Par contre, il existe quelques ressources, genre des blogs, des articles de blog qui donnent des conseils sur comment gérer ça. En effet, c'est un truc important, quoi. Comment assumer pleinement qu'on dévie un petit peu et comment le reporter dans l'article final. Donc, il y a quelques articles de blog qui en parlent à ma connaissance, mais il n'y a pas de guideline explicite à ce que je sache. Ok. Faudrait que je check sur le truc que tu as donné, là, voir s'il y a des gens qui travaillent dessus, parce que c'est quand même Ouais. un truc assez fréquent, quoi. Bien sûr, bien sûr. En général, ce que je fais dans mes propres articles, c'est que dans ma partie analyse de données et résultats, j'ai toujours une partie confirmatoire et exploratoire. Et du coup, dans la partie exploratoire, je vais reporter ce qui dévie du coup de ce que j'avais préenregistré et qui n'est pas confirmatoire. Ouais, ok, ouais. Ouais, dans l'article, mais après, Ouais. ok. Tu peux avoir. Ouais, c'est des bonnes questions. J'ai pas d'avis tranché là-dessus. Ça peut être dans l'article principal, ça peut être dans les matériels supplémentaires aussi. À voir au cas par cas, à voir ce que te disent les éditeurs et les reviewers aussi. Ouais, ok. Ok, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier tous et vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Au revoir tout Ça le monde. marche. Merci. Merci. Au revoir.